À quelles conditions peut-on déterminer la poésie comme résistance et que gagne-t-on à le faire? À quelles conditions, aussi bien, est-il possible de hisser ce mot de résistance au rang de concept et, en l'occurrence, de concept ressortissant à la pensée de la poésie, à la poétique générale? Le titre des analyses que je vais vous soumettre, qui m'a été suggéré par Dominique Bondu, que je remercie pour cette raison aussi, très vivement, ce titre, La poésie comme résistance, n'est susceptible de valoir, évidemment, pour l'esprit, et peut-être pour ces journées qui commencent ici à la Grâce, qu'à condition que soient préalablement définis, avec assez de rigueur, les termes qui le composent. Avant donc de chercher, ce que je ferai tout à l'heure, de quel fond commun, de quel horizon ontologique identique il faut que procèdent l'une et l'autre, poésie et résistance, pour que les rapprocher et les déterminer l'une par l'autre soit à la fois possible et utile. Avant cela, donc, il convient de préciser d'abord comment, logiquement, je les entendrai. Par poésie, les analyses suivantes n'entendront pas la littérature, pour autant que ce dernier mot désigne, quant à lui, ce que Mallarmé nomme l'universel reportage, soit l'ensemble des discours dont les mots sont employés principalement pour leur efficacité instrumentale, pour leur pouvoir d'organisation et de fiction, et qui visent, de quelque façon que ce soit, un savoir, précisément. Car poésie désigne autre chose. Non pas un savoir, mais l'individuel comme tel. J'entendrai ici, par poésie, d'une part, une relation d'intériorité à soi-même, qu'un auteur particulier entretient avec sa vie propre, par le truchement de son écriture. Et d'autre part, l'émotion, elle aussi à nul autre pareil, qu'un lecteur, lui aussi singulier, éprouve à recevoir celle-ci. La littérature est un phénomène du monde, de l'espace public, et si elle est susceptible de révéler un savoir opératoire sur celui-ci, c'est dans la mesure où la langue qui la conditionne est d'abord elle-même révélante, d'abord elle-même un milieu de révélation, de sorte que les faits littéraires sont des phénomènes, en effet, toujours déjà linguistiques, dont la possibilité et dont la teneur sont subordonnés aux structures de la langue, au mode de révélation dont la langue est dotée. Mais la poésie, quant à elle, n'est pas un phénomène du monde, du moins pas d'abord. Elle ne se produit pas d'abord dans un espace commun. Elle n'est pas primordialement conditionnée par le mode de révélation propre à la langue. Et là où elle se révèle, originairement, il n'y a pas d'abord de place pour un savoir. Les faits poétiques sont essentiellement des phénomènes de l'affectivité comme telle individuelle, c'est-à-dire de l'intériorité radicale des individus réels, non pas des phénomènes linguistiques. Et la poésie n'est principalement possible que là où cette affectivité est possible, c'est-à-dire non pas dans l'objectivité où se produit la littérature, mais dans la vie émotionnelle, tout simplement, la vie émotionnelle dont nous sommes tissés, dans la subjectivité des existants particuliers que nous sommes chacun pour notre part, et tous. Il ne s'agit pas ici de méconnaître, mais alors ça, je n'en parlerai pas du tout, mais je l'indique tout de même, je n'oublie pas que la poésie, certes, relève aussi et secondairement de la littérature. Je n'oublie pas non plus que la littérature relève aussi et secondairement ou possiblement de la poésie. Je ne l'oublie pas, mais je n'en parlerai pas. Je chercherai à garder pure devant l'esprit cette distinction logique pour réfléchir ensuite, comme je le disais tout à l'heure, sur ce fond non mondain, non commun, non linguistique et d'abord affectif qui rend possible les œuvres de poésie et dans lequel il se trouve, je le montrerai tout à l'heure, que s'enracine aussi ce qu'il convient de nommer résistance. Alors, pour justifier cette première approximation de la notion de poésie que je vous propose pour aujourd'hui, je m'appuierai sur les admirables pages de Jo Bousquet, rassemblées dans Traduit du silence,
et entre mille exemples sur le premier fragment que vous avez sous les yeux dans l'exemplier. Il ne s'agit pas pour moi d'écrire, mais de rendre à ma vie sa hauteur inévaluable, et pour cela, de la faire indifférente à ce qui se produisit en elle sous le jour de l'accident. Si je cherche à comprendre le sens de ce texte, je ne peux qu'y retrouver cette distinction fondamentale entre littérature et poésie et constater que Bousquet, sinon la thématise, du moins la connaît par le dedans de son invention et décide d'y souscrire et d'y adosser son effort. Il ne s'agit pas pour moi d'écrire. Il ne s'agit pas pour moi d'écrire, je pense qu'il n'est pas un poète qui ne pourrait contresigner cette phrase. Et la raison pour laquelle il en va ainsi, c'est que tout ce qui n'est pas la poésie, consiste en effet en ceci, écrire. Car écrire, nul n'a jamais pu ne pas le faire. Et la littérature universelle est bel et bien l'universel reportage en ce qu'elle a son essence exactement en ceci, écrire. De sorte qu'il faut un autre nom. Il faut un autre nom que celui de littérature, un autre que celui d'écriture, à cet autre projet dont parle Bousquet. Ce projet extrême, autant que solitaire, qu'il désigne avec une exactitude magnifique dans la suite de sa phrase, que je relis avec vous, « rendre à ma vie sa hauteur inévaluable ». Appelons poésie, ce soir, cette entreprise qui n'est pas identique à celle d'écrire, par laquelle un individu particulier cherche à rendre à sa vie sa hauteur inévaluable. Ce nom de poésie convient ici, puisque son vieux sens grec de faire y trouve son sens. Pour autant que ce faire-là n'est pas une écriture supplémentaire dans un monde d'écriture, mais l'éthique par excellence, c'est-à-dire le faire identique à la vie elle-même de l'individu, de cet individu réel que chacun est, qui veut vivre, c'est-à-dire qui veut désaliéner sa vie, c'est-à-dire qui veut la rendre à elle-même, c'est-à-dire la rendre à son essence propre, au-delà de toute mesure, au-delà de tout concept, inévaluable, dit Bousquet, à cette essence ou hauteur sans mesure, à partir de laquelle toute mesure est mesurable, à cette hauteur si démesurée qu'elle mérite le nom d'absolu. La poésie n'est pas la littérature, en ce sens qu'elle n'est pas d'abord écriture, mais ressaisissement de la vie par elle-même, et reprise par la vie de son propre absolu. Mais il y faut, écrit Bousquet, et je continue de commenter ce fragment, mais il y faut, écrit-il, la faire indifférente à ce qui se produisit en elle sous le jour de l'accident. Ce qui signifie non seulement que ce faire de la poésie est un faire de la vie par la vie, un faire dans lequel la vie est à la fois le sujet qui fait et l'objet qu'elle fait, c'est-à-dire exactement un se faire de la vie se rendant à elle-même, mais en outre, que ce faire est tout autre que ce qui se passe dans le monde. Et là, je fais un petit pas de plus. Car si, sans doute, sans aucun doute même, le mot d'accident dans le texte ici renvoie à ce qui se produisit à la colonne vertébrale de Jo Bousquet le 27 mai 1918, toutefois, ce n'est pas tant à cet accident que songe le poète, mais au jour, dit-il, au jour sous lequel ce dernier fut possible, et sous lequel, depuis, la vie s'est aliénée, s'est défaite de sa hauteur. Et non seulement ce jour, mais ce qui se produisit, dit-il, ce qui se produisit sous la lumière de ce jour. De sorte que ce que vise ici le poète, ce à quoi il dit que son effort et son éthique, ça veut dire sa poésie, doivent rendre sa vie indifférente, c'est un type de manifestation particulier, sous la lumière duquel des accidents peuvent se produire, sous la lumière duquel la vie se méprend sur elle-même et s'égare loin de soi. La poésie, en bref, est, comme on sait, est la recherche de l'absolu. Et cela veut dire, elle est la recherche que la vie entreprend d'elle-même, qu'en renonçant à écrire, comme il le faut, sachant ne pas écrire, désécrivant,
elle se soustrait au prestige du monde, où les accidents ont lieu, aux illusions du jour et de sa lumière mondaine.